La parole est maintenant à Madame Marie-Charlotte Garin. Pour préparer ce texte sur le plein emploi, j'ai lancé un appel à témoignages. J'en ai reçu des dizaines et des dizaines en quelques jours, comme nous en recevons tous et toutes au cours de notre mandat. J'ai décidé aujourd'hui d'attirer votre attention notamment sur deux d'entre eux, car je trouve qu'ils sont plus parlants que certains discours. Il y a eu Emma d'abord, qui m'a écrit « Je suis au RSA depuis quelques années. Ma situation personnelle rend difficile mon retour à l'emploi, car je suis maman solo à 100%, mon enfant n'a pas de deuxième parent, je n'ai pas de famille et de relais gratuits à proximité. Mon enfant a fait une phobie scolaire en 2021 et j'ai dû la déscolariser car elle était en grande souffrance. Je suis donc H24 avec elle. Avant de commencer l'instruction en famille, j'ai bien essayé de postuler à des annonces d'offres d'emploi, mais en étant maman solo sans relais, c'était compliqué. Les employeurs n'étaient pas intéressés par mon profil trop contraignant. Pourtant, j'étais vraiment motivée. Le RSA permet de survivre, mais on doit sauter des repas. Personne ne reste au RSA par confort. Aujourd'hui, avec l'instruction en famille, mon enfant va mieux, heureusement. Je me suis tournée vers le statut d'auto-entrepreneur en télétravail pour pouvoir assumer toutes mes responsabilités. Mais cela prend du temps. Je m'occupe de mon enfant toute la journée, je fais son instruction du mieux possible, et je m'occupe de mon projet professionnel le soir, quand elle dort, et le matin, avant qu'elle se réveille. Moi, je dors peu. Il y a Victor aussi qui m'écrit. Il dit « J'ai travaillé pendant 3 ans à travailler et apprendre ensemble, l'entreprise qui a servi de laboratoire au territoire zéro chômeur. 2 ans comme peintre en bâtiment et 1 an comme homme de ménage et cuisinier. Je pense que l'emploi, ça ne suffit pas. Les collègues avaient un emploi garanti dans une entreprise faite pour s'adapter à leurs conditions. Et ça n'a fait que ralentir la chute. Personne n'en sort par le haut. La plupart, en fait, quittent l'entreprise avant la retraite, en décédant. Il ne faut pas juste penser à l'emploi, mais aussi au reste, à l'entourage, au soutien psy, au logement. Parce que quand tu vis dans un logement squatté ou chez un type qui t'héberge pour des motifs louches, comment tu fais pour gérer un boulot ? Quand t'es mère célibataire de 3 enfants et que tu parles mal français, quand tu fais de l'arthrose à 55 ans mais que t'as bossé pour ton mari tenancier de bar qui déclarait pas ton salaire pendant 20 ans, quand t'es schizophrène et que tu vis seule avec ton père, que tu prends plus ou moins tes médocs, que tu te mets à parler au mur et à insulter l'air, qui va leur donner à ces gens-là le plein emploi ? Un emploi qu'ils soient capables de tenir et dont ils puissent se sentir fiers. Monsieur le ministre, au fond, votre projet de loi, il me met mal à l'aise. D'abord parce qu'il fait porter toute la responsabilité de leurs conditions de vie à ces gens, qu'il suffit de les fréquenter un après-midi pour se rendre compte de la situation inextricable dans laquelle ils et elles se trouvent. Augmenter les contraintes sur eux ne fait que renforcer la peur et la stigmatisation. On l'a dit, les personnes ont avant tout besoin d'un accompagnement bienveillant, de proximité, avec quelqu'un qui ait du temps à leur consacrer. Aujourd'hui, les conseillers Pôle emploi gèrent parfois plus de 100 demandeurs d'emploi. Nos travailleurs sociaux, aujourd'hui, Monsieur le ministre, ils n'ont pas les moyens de vos ambitions. Par ailleurs, c'est la responsabilité de l'État de faire en sorte que les plus vulnérables puissent accéder à leurs droits. Ça fait 6 ans que tous les ans, vous nous promettez d'avancer sur la question du non-recours aux minima sociaux. Et on attend toujours. C'est aussi la responsabilité des entreprises de s'adapter, de proposer de meilleures conditions de travail, avec l'aide de l'État quand c'est nécessaire. Pourquoi est-ce que certains secteurs ne trouvent plus de candidats ? Est-ce qu'il faut y orienter les travailleurs de force ? Est-ce que vous seriez prêts à y orienter vos fils et vos filles ? Réfléchissez-y. Parce que dans ce texte, encore une fois, on ne trouve aucune exigence pour les entreprises. C'est enfin la responsabilité des femmes et des hommes politiques d'anticiper l'avenir, d'encourager le développement de certains métiers au détriment d'autres. Parce que oui, la raréfaction des ressources, la multiplication des événements climatiques extrêmes, la hausse des températures vont profondément modifier nos façons de vivre et donc nos façons de travailler. Il va nous falloir rapidement adapter notre législation et notre modèle social, mieux protéger les gens au travail, penser la semaine de 4 jours, le revenu de base. Des tas de régions en Europe, dont des régions françaises, font des expérimentations. Vous devriez les soutenir et les développer plutôt que de vous enfermer dans un vieux modèle productiviste selon lequel tout ce qui ne produit pas, ne cotise pas, ne consomme pas n'a pas de valeur. J'ai nommé les jeunes, les aînés, les chômeurs. Alors oui, puisque vous êtes la Startup Nation, ayez le courage d'innover. Et je conclurai sur les mots d'un dernier témoignage, celui de Laura. Tout le monde fait semblant de ne pas constater la désindustrialisation comme cause première de la baisse des emplois disponibles. L'individu sans emploi est alors blâmé et c'est un sentiment de honte qui émerge. Avant, je reprenais l'expression d'une amie qui disait « Vivement la retraite », mais ça, c'était avant. Je vous remercie. La parole est maintenant